Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler bouquins, on va parler lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui nous recevons quelqu'un avec nous. Oui, c'est moi, Soraya, bonjour. Bonjour. Et Soraya nous rejoint pour parler d'une thématique dont elle nous a soufflé l'idée sur la page Facebook, qui est de voir dans la littérature la question du privilège et des marginalités. Mais avant cela, j'aimerais savoir ce que vous avez lu depuis qu'on s'est quitté. Bah moi déjà de base je lis pas beaucoup dans la vie parce que j'ai un petit blocage à la con. Et du coup je me suis un peu mis la pression et j'ai essayé quand même de lire pour être prête pour aujourd'hui. Et j'ai déterré un petit manuscrit que j'ai imprimé à mon travail, donc je l'ai lu. Et c'était chouette, et il y a plein de choses à dire sur les privilèges justement dedans. Et j'ai recommencé une lecture que j'avais abandonnée aussi il y a genre 2 ans, le bouquin de Alice Zeniter qui s'appelle L'art de perdre. Du coup, le petit manuscrit que j'ai lu, ça parle d'une femme de 25 ans qui est d'origine franco-marocaine et qui est tiraillée entre ces deux cultures, donc la culture française et la culture marocaine, mais surtout musulmane traditionnelle. Et donc, c'est un été où elle part au bled et où il y a ses parents qui vont lui présenter des prétendants pour se marier, etc. Et en fait, elle a un copain qui n'est pas du tout musulman et qui n'est pas du tout marocain. Et donc on suit en fait son cheminement de pensée, ses réflexions sur est-ce qu'elle doit le laisser tomber, est-ce qu'elle doit plutôt être elle-même et s'aventurer quand même dans ce que lui dicte son cœur, mais qui va pas du tout avec les valeurs de sa famille. Et donc il y a tout un périple comme ça, c'est assez intéressant. Et L'art de perdre d'Alice Zeniter, c'est un livre pareil sur une femme de la vingtaine, 25 ans je crois, je ne sais plus, d'origine franco-algérienne. On voit un petit peu le profil commun. Il y a une thématique. Voilà. Et qui se sent très, très, très éloignée de ses origines, qui se pose beaucoup de questions, puisqu'on lui ramène souvent à son identité algérienne. Et en fait, elle se rappelle, le livre commence par une phrase un peu dont elle se rappelle, une phrase très misogyne et dégueu d'un de ses oncles. Et elle essaye de le remettre en contexte. Et ensuite, en fait, ça part sur l'histoire de l'Algérie, parce que pour elle, qu'est-ce que c'est que l'Algérie, mais ça, on en reparlera plus tard. D'accord. Voilà. Bien. Voilà. C'est riche. Oui. Alors, de mon côté, j'ai encore eu un peu de temps pour lire, donc en 15 jours, là, j'ai un peu avancé. J'ai notamment lu un livre que je voulais lire depuis très longtemps et qui pourrissait très clairement dans un coin de ma bibliothèque depuis l'enfance. C'est Les voyages de Gulliver de Swift, parce que j'aime beaucoup Swift. J'ai lu pas mal de ses petits essais, ou de ses petits écrits, parce que, par exemple, j'adore la modeste proposition pour empêcher les enfants de pauvres d'être à la charge de leurs parents et du public. Mais là, du coup, je me suis dit, quand même, il y a un gros morceau à lire de ce côté-là, et c'est Gulliver. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Après, j'en discute encore et j'ai essayé de trouver des conférences dessus, des explications un peu... voilà, j'avais besoin d'avoir un peu un appareil critique à côté que je n'ai pas trouvé. Parce que notamment dans la dernière partie, puisqu'on aborde le terme de la marginalité, mais également, je suppose, de tous les problèmes de rejet, de racisme, misogynie et compagnie. La dernière partie, il me semble que les voyages de Gulliver, il y en a 4 en fait. Un où il va chez les Lilliputiens et donc il est géant. Un où ça se passe dans une autre contrée où c'est lui qui est tout petit parce qu'il est dans un univers de géants. Le 3e voyage, ça se passe chez des espèces d'intellectuels qui vivent sur une île flottante dans les airs. Et enfin, il se rend chez les Wymn, où ce sont les chevaux, les êtres pensants qui dominent cet univers, et il y a des espèces d'humains qui s'appellent les Yahoo,
D'ailleurs, c'est de là que vient apparemment le moteur de recherche. Ah. Et les Yahoo sont une version non pensante des humains. Mais alors, ils sont méchants, cruels, moches. Et en fait, la description des Yahoo, elle est quand même... il me semble un peu raciste, tu vois, il y a vraiment ce côté, ils ont la peau sombre, ils ont le nez écrasé, et ça correspond il dit bien au stéréotype de l'époque, ouais. Voilà, comme dans de nombreux pays, les femmes portent les enfants contre leur dos, donc ils ont le nez écrasé. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et en parallèle, c'est difficile à distinguer parce que les Yahoo sont vraiment vus comme une espèce repoussante, mais les Yahoo sont pas d'autres hommes, d'autres civilisations. Par exemple, il y a un discours anticolonial très fort, vraiment où il dit que son peuple à lui d'anglais, ils sont bien honorables parce qu'ils ont la gentillesse d'aller massacrer des populations pour les civiliser et que les sauvages n'ont même pas la gentillesse de les remercier. Enfin voilà, il y a quand même... Enfin voilà, je trouve que c'est assez subtil de voir ce que pensait Swift, et pour ça, je pense qu'il faudrait que j'en lise beaucoup plus, ce que j'ai pas forcément à disposition, ni... Enfin voilà, je veux pas devenir spécialiste de Swift, mais c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un discours critique dessus, et pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Et puis ensuite j'ai relu, puisqu'on en parle, j'ai relu en partie, j'en suis à la moitié, Le Retour à Reims de Didier Eribon. D'accord. Donc Didier Eribon, c'est un spécialiste de la question gay en sociologie, et qui s'est interrogé surtout sur ses origines populaires et pourquoi il avait finalement plus honte de ses origines modestes, enfin plus que modestes, vraiment populaires, de son milieu ouvrier, encore plus que de son homosexualité. Pourquoi c'était une honte qu'il n'avait même pas mis en avant, alors qu'il a beaucoup travaillé sur la honte de l'homosexuel, enfin tout ça. D'accord. Et c'est super intéressant. Enfin voilà, moi j'avais déjà parlé de la place, il me semble que Le Retour à Reims, c'est la place, c'est deux faces d'une même pièce. D'accord. Donc voilà, j'étais bien contente. Bien. Et toi? Moi, ça va aller vite. J'ai fini Rousseau. Ah. Et puis, après, j'ai lu La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, traduit par, j'avais envie de dire même un monsieur de la Sorbonne qui s'appelle Marc Auchet. Et j'ai pas trop aimé sa traduction. Et on en reparlera quand on fera un épisode sur la traduction, parce que ce monsieur a précisément, il a au moins de la suite dans les idées, il a les idées de sa traduction, mais je trouve que c'est un ratage total. Et du coup, j'ai pas vraiment... il y a quelques scènes que tu peux imaginer comme étant... effectivement assez fascinantes, assez belles, mais vu la traduction que j'ai eue, vu les phrases que j'avais sous les yeux, c'était juste illisible pour moi. Voilà. Et c'est tout ce que j'en dirais pour aujourd'hui. Cette fois-ci, on se retrouve pour parler de marginalité. Donc la difficulté, à mon avis, ici, ça va être de définir déjà une norme, et puis de voir ce que chacun d'entre nous met derrière ce terme, dans la mesure où on a des vécus et des passions différentes. Donc voilà, à vous la parole. Qu'est-ce qui vous a intéressé, et comment vous voyez cette notion de privilège et de marginalité? Ah voilà, parce que j'allais dire, enfin je sais pas pour vous, mais moi je me suis beaucoup rattaché à la notion de privilège en fait, parce que qui est pas forcément conjointe à la notion de marginalité toujours, mais parce qu'on parle souvent de centre et de marge, etc. Mais en l'occurrence, c'était comme ça qu'on l'avait formulé à partir de la remarque de Soraya qui parlait du rôle justement un peu normatif de l'orthographe. Enfin, et du coup, on s'est dit, ça serait intéressant de poser cette question du rapport de la littérature avec le privilège, et donc quelle place elle fait aux marginalités. Je sais pas ce que t'en penses, So. Pour moi, déjà, la littérature, y avoir accès, c'est un privilège. Et réussir à lire, à prendre le temps d'étudier tous ces bouquins, tout ça, et à ce que ça soit un loisir, c'est déjà un privilège. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir lu exactement la même chose aujourd'hui, enfin de son propos, justement chez Didier Eribon, qui cite Annie Ernaux, où il raconte que sa mère, pour que je sois en mesure de suivre des cours sur Montaigne et Balzac au lycée, ou une fois à l'université, de rester enfermée pendant des heures dans ma chambre à déchiffrer Aristote et Kant,
Quand elle dormait la nuit pour se lever à 4h du matin, je lisais jusqu'à l'aube Marx et Trotsky, puis Beauvoir et Jeunet. Je ne peux ici que renvoyer à la simplicité avec laquelle Annie Ernaux exprime, à propos de sa mère, qui tenait une petite épicerie de quartier, la brutalité de cette vérité. J'étais certaine de son amour et de cette injustice. Elle servait des pommes de terre et du lait du matin au soir pour que je sois assise dans un amphi à écouter parler de Platon. Oui. Et voilà, il y a tout un parallèle entre ses parents, CES, qui, pour que leurs enfants aient accès à une culture sanctifiée, vont au contraire s'en priver tout à fait, se priver de loisirs et d'un accès à des loisirs tout simplement qui passent par une découverte culturelle. Il y a beaucoup de choses qui me donnent envie de réagir dans ce que vous avez dit. Et qui sont au cœur de la question, je pense à mon sens, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a la question du loisir. Et est-ce que, justement, le sacrifice de ses parents n'indique pas la conscience que, pour ceux qui n'en jouissent pas comme d'un privilège, la littérature, c'est bien plus qu'un loisir ? Et donc ça, c'est une première question sur laquelle on peut revenir. Et avant que j'oublie, la deuxième, c'est justement je pense qu'on y reviendra. Je veux pas forcer la main, mais pour moi, c'est la grosse question, c'est quel est le lien entre la littérature et le privilège ? Est-ce que et par privilège, faudra aussi voir un peu ce que chacun on entend derrière. Mais pour moi, il y a un enjeu de rapport à la culture dominante, au pouvoir, etc. Moi, mon rapport à la lecture, il est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a un enjeu d'assimilation en fait, pour être vraiment reconnue comme française, alors que je suis née en France, hein, je suis juste d'origine algérienne et je suis pas forcément hyper typée physiquement. Voilà. J'ai l'impression que mes parents se sont évertués à ce que je sois cultivée et que j'ai accès à beaucoup de choses. Et donc, je sais que pour mon père, c'était hyper important la littérature. Lui qui est un intellectuel déjà de base, hein, mais pendant toute mon enfance, mes cadeaux d'anniversaire, c'était des bouquins. Et je l'ai toujours entendu dire, il faut que tu lises, c'est important, tu verras pour la suite. Et je comprends, hein, c'est louable qu'il ait voulu que je sois cultivée, etc. Et qu'il voulait me pousser à être curieuse intellectuellement et par le biais de la littérature. Mais en fait, moi, je l'ai ressenti plus comme un gavage, comme une obligation. Et donc, pour moi, ça n'a pas du tout eu l'effet de lecture comme loisir, comme plaisir, mais plutôt comme devoir. Et encore aujourd'hui, du coup, j'ai du mal à lire. Et je sais pas lire des choses légères, par exemple. Et notamment, j'en parlais avec une amie qui nous conseille toujours plein de bouquins de science-fiction, de trucs érotiques, queer, machin. Trop bien, hein, ça a l'air vraiment génial. Mais c'est une littérature qui me paraît inaccessible parce que j'ai cet interdit dans ma tête qui me dit d'abord, lis tout ce que tu as dans ta bibliothèque, d'abord, cultive-toi, lis tous les grands classiques et ensuite, tu pourras t'octroyer le droit d'une littérature peut-être déviante ou je ne sais quoi, ou plus légère, ou voilà. Donc, voilà. Ça me donne l'impression que je vais pas toujours tout ramener au terme de notre thématique, mais comme si le privilège de se replier sur la littérature et l'étouffer pour enfin idéologiquement pour réagir à ce que disait Soraya, il me semble qu'il y a cette double ce que je disais, ça se mord un petit peu la queue parce que les livres qui peuvent t'aider à sortir en tout cas, ou alors à revendiquer en tout cas une place marginale, il faut y avoir accès. Et donc toi tu disais que ça avait été une forme de gavage, une forme d'obligation négative. Moi j'ai l'impression
que, à l'inverse, il y a pas mal de choses dont j'ai pris conscience à travers les livres. Par exemple, la première fois que j'ai vu un homosexuel qui ne soit pas complètement caricaturé, c'est chez Mario de Muraille, c'est quand j'étais en 4e, et c'est dans Oh Boy. Et voilà, c'est quelque chose qui, dans le fin fond de ma Picardie, j'y avais pas forcément accès. C'était des personnes qui n'existaient pas. Et c'est parce que je les ai vus dans des romans que j'ai pu accéder à une connaissance différente de celle que m'offrait mon milieu mon milieu de naissance en fait. Et j'ai l'impression que à d'autres égards si je veux me sensibiliser à certaines choses, c'est vers la littérature que je vais me tourner en priorité. Enfin voilà, l'altérité, je vais la rencontrer dans des romans parce qu'elle est c'est plus facile d'accéder à un livre qu'à des personnes, qu'à un discours. Tu peux pas rencontrer quelqu'un de différent de toi si facilement. Par contre, un livre, si t'en entends parler, tu peux tout de suite avoir accès à la parole d'un milieu totalement différent du tien, sans embêter personne, on va dire. Oui, après t'as aussi, parce qu'on est un peu plus âgé, il y avait la télé, il y avait beaucoup de choses à la télé. Et je sais que moi, ça a été un bon accès à la culture même marginale. Pour rebondir sur la visibilité homosexuelle, perso, ce qui m'a aidé et ce qui m'a permis de voir des personnes queer, ça a été Buffy contre les vampires quand j'étais ado et jeune ado, pré-ado, et ça a été aussi quand j'étais ado la série Queer as Folk. Voilà. Je pense mais voilà, mais moi j'ai l'impression que c'est justement des choses qui passaient pas à la télé, tu vois. Enfin Buffy, moi j'ai pas vu. Je pense qu'il y a peut-être un petit décalage de quelques années qui font que quand ça passe, j'étais vraiment trop jeune, je pense, quand ça passait vraiment à la télé. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent. Et en revanche, Queer as Folk, oui, c'est des choses que j'ai mais qui passaient pas à la télé, qu'il fallait aller chercher. Ah ouais, Queer as Folk, je suis tombée dessus par hasard parce que ma mère avait le câble et que j'avais une télé dans ma chambre. Privilège. Et que ouais, pour le coup, gros privilège et dans un HLM quand même, hein, voilà. Et je suis tombée sur Queer as Folk par hasard parce que c'était dans la soirée tard après Dead 70's Show. Et j'ai été fascinée. Waouh, des mecs qui se roulent des grosses pelles. Oh. Voilà. Forcément, ça m'a appelée. Et alors, justement, cette question, là, on parle beaucoup depuis 5-10 minutes de la question de la représentation. Le problème que j'ai avec la littérature de témoignage, peut-être que je fais un amalgame entre deux choses qui sont séparées, entre la représentation et le témoignage, qui sont peut-être deux notions qui se recoupent parfois, mais pas nécessairement. Mais le problème que j'ai, c'est que ça ne pose pas la question de... ça va pas au bout de la singularité de chaque parole, en fait. Quelqu'un se fait... emprunte souvent des moyens... finalement très dominant, simplement pour parler de quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler. Et c'est bien déjà de parler de choses plutôt que de faire le silence dessus, mais moi ce que j'aimerais, ce que je cherche quand je cherche à des marginalités, c'est vraiment plus des points de vue sur le monde, des regards, du coup, des regards critiques, quoi. Et du coup, ça rend la question du roman, par exemple, beaucoup plus accessoire pour moi dans ma recherche. La question de la fiction plus globalement, et la question aussi du récit, d'anecdotes, de témoignages. Et j'ai l'impression qu'actuellement, on a beaucoup ça, et je pense que c'est même pas une question d'époque, parce que si tu rentres dans, mettons, je sais pas... le poème, en fait, chaque parole
tu peux pas, enfin, j'ai une conception, on va dire, travaillée du poème, donc, mais donc je le dis comme ça veut pas dire que je ne conçois que cette conception-là, mais pour moi c'est celle qui est la plus pertinente. Tu ne peux pas avoir un poème dominant. Parce que le poème, c'est précisément l'expérience, le risque, toute la fragilité d'une parole qui est singulière, en fait, qui n'existe que comme ça, et qui est toujours... et sa fragilité, c'est toujours de ne pas être comprise. Et du coup, pour moi, le poème, c'est une sorte de métaphore de la marginalité dans la parole, quoi. Donc, en fait, toute parole, mais je sais bien qu'il y a un problème de dire ça, mais toute œuvre poétique est une œuvre de marginalité, selon moi. Mais donc, parce que... toute parole littéraire, dans ce cas-là. Oui, parce que moi, ce que j'appelle poème, c'est simplement la maximisation des ressources du langage dans l'expression. Mais ça veut aussi dire que tout ce qui est littérature n'est pas poème. Attention. Comment ça ? Oui, bon, pas si tu fais, je sais pas, si tu fais du cliché, si tu fais du déjà dit, t'as beau être publié par Gallimard, c'est pas ce que tu fais, c'est pas du poème. Mais c'est de la littérature, parce que c'est admis socialement comme étant du texte publié. Il y a une question dans le rapport entre privilège et marginalité. Outre la question de la représentation, ça recoupe un peu ce qu'on disait, mais j'aimerais qu'on l'aborde sous l'angle de l'accès à la parole, en fait. Je fais un détour par l'histoire. Sous l'Ancien Régime, depuis l'invention de l'imprimerie, il s'est installé quelque chose qui s'appelait le privilège royal, ou le privilège du roi. Et c'était une autorisation de publier pour les libraires des œuvres. Et cette autorisation, elle servait à la fois de protection contre les copies, mais évidemment, on ne donnait pas des privilèges par principe. Donc, ça servait aussi de moyen de censure et de moyen de monopole aussi pour que le livre ne soit imprimé, ne profite qu'au pays qui avait délivré le privilège. Et du coup, il s'agit pas simplement quand je pense à cette question, quand je me dis quel est le lien de la littérature avec avec la marge, il n'y a pas qu'une question de présence, il y a une question de droit à la parole. Et là aussi, je pense que c'est peut-être la même chose, mais simplement regardée un peu de côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour rebondir sur ce que tu essayes de dire, je peux peut-être faire une critique du manuscrit de la personne secrète. Parce que je pense que ça a un lien, ouais. Puisque c'est une personne, c'est une femme cisgenre, d'origine maghrébine, je l'ai vu. On a discuté un petit peu toutes les deux, et qui se posait la question de est-ce qu'elle va réussir à être éditée en tant que personne d'origine maghrébine en Bretagne. Ça, je ne sais pas si elle l'a envoyé à une maison d'édition autre part, mais c'est vrai que les communautés nord-africaines ici sont très peu visibles, et que du coup une personne maghrébine CSP+, ou ou juste dans la moyenne qui n'est pas juste précaire, moi j'en vois pas, voilà. Et en fait son manuscrit, une fois que j'ai fini de le lire, je l'ai cherché sur internet pour voir si elle avait été éditée, parce que je l'ai imprimé, je sais plus, l'année dernière, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas trouvé. Et donc j'ai tapé le nom de la personne, et j'ai trouvé quelques petites choses, mais j'ai rien trouvé qui puisse ressembler à ce que j'ai lu. Ouais. Et du coup, je me suis dit que probablement que ce qu'elle a écrit avait très mal été interprété. Parce que dans ce qu'elle raconte, en fait, elle a un regard très très sévère sur le monde qui l'entoure, autant sur les classes populaires que sur
le monde de l'entreprise et le racisme ordinaire qui va avec, et aussi sur le rapport à la religion, sur comment on se construit avec la religion, est-ce qu'on peut s'autoriser un regard critique dessus. Il y a toutes ces questions-là qui sont posées implicitement dans sa manière d'écrire, en fait. Et moi, je trouve que, en fait, que ça a un intérêt à être vu et que son point de vue devrait être visible et accessible à pas mal de gens. Mais comme il est très personnel et en même temps représentatif d'une minorité de personnes, mais qui existe et qui est là, et qui se pose les mêmes questions, et qui a forcément, à un moment dans sa vie, eu ce regard-là, qui est très particulier, ça pose question, parce que si tu lis le truc et que on fait une critique basique, tu te dis ouais, ok, d'accord, donc en fait la meuf elle critique le racisme, mais elle dit des trucs racistes aussi dedans, donc probablement qu'elle a intériorisé du racisme, ça se lit, et en plus elle est classiste, elle est d'une exigence impressionnante, et moi je me dis qu'un éditeur qui est pas du tout issu du même milieu socio-culturel peut juste se dire ça, de ah ouais, en fait il y a des trucs qui sont limite islamophobes dans ce qu'elle raconte, il y a des trucs qui sont racistes, et puis comment elle parle des caissières blanches, c'est dégueulasse, elle est hyper classiste aussi, non ça va faire polémique, non c'est dégueu, c'est mal écrit, faut retravailler ça, ou c'est carrément niette. Voilà. Et du coup vu que visiblement après ça prend du temps parfois de sortir. Oui, ça prend du temps, mais je me dis que potentiellement elle sera pas éditée, parce qu'elle a un point de vue qui est particulier, mais qui est aussi partagé par pas mal de gens. Mais et donc toi, ça, voilà, en le lisant, ça t'a parlé, donc tu vois pas ça c'est pas que c'est mal écrit, quoi. Je suis mitigée là-dessus, parce que je me dis qu'effectivement, si tu as pas un minimum de vécu similaire avec cette personne, tu vois pas où elle veut vraiment en venir, et tu vois que de la haine. Ouais. Donc ça peut dans un sens, ça peut être très très mal interprété, donc dans un sens, c'est pas très très bien écrit. Mais dans un autre, il y a un peu toutes ces vulnérabilités dedans, quoi, et moi je trouve ça super intéressant aussi à lire. Mais là, toujours pareil pour parler d'accession justement à la prise de parole, dans le côté matériel, puisque tu abordes le côté de l'édition, je me demande si justement il faut pas une présence, une présence de tribu au préalable. Moi j'ai l'impression que quand on est marginalisé, pour accéder aux sphères de diffusion générale, voilà, des grands éditeurs que je ne citerai pas parce que tout le monde les a en tête, est-ce qu'il ne faut pas d'abord en passer par un milieu peut-être militant, par un milieu concerné? Toi-même, tu dis, tu l'as lu et tu as reconnu des choses qui valaient le coup d'être dites, mais peut-être qu'il faut d'abord les diffuser dans des milieux qui vont avoir les clés de lecture pour après les porter plus loin. J'explique. Par exemple, là, je cherchais... C'est un livre que j'ai pas du tout lu, mais c'est quelqu'un qui est venu dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Atelier d'Histoire Critique sur l'île. C'est quelqu'un qui s'appelle J'Augustine, et je me demandais... Enfin, j'ai pas lu son livre, hein, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et je me demandais à quelle maison d'édition elle était publiée. Et elle est publiée, je vois, chez Présence Africaine Édition. Donc son livre s'appelle Ah si, il faut souffrir pour être française. Donc c'est un récit, c'est un essai libre ou un roman, c'est comme ça qu'il est décrit. On voit bien qu'elle passe par des presses qui sont déjà minoritaires, avant peut-être d'une diffusion plus large, je ne sais pas, mais voilà, est-ce que cette prise de parole, elle se fait pas d'abord par le milieu concerné, et une fois qu'il y a... j'ai presque
je me sens presque décalée d'utiliser ce vocabulaire, mais une reconnaissance des pairs, en sens des pairs marginalisés, est-ce que c'est pas après que ça peut exploser dans le monde? Enfin, je me dis, par exemple, Virginie Despentes, qui va actuellement porter une voix un peu dissonante, bah, voilà, celle des putes, celle des lesbiennes. Aujourd'hui, enfin voilà, tout le monde la connaît. Elle est publiée quand elle fait une tribune, ça fait la une de Libé. Enfin, bah, elle a commencé par, je pense, écrire sur des coins de table, et parce que des gens qui lui ressemblaient se sont reconnus dans ses écrits, ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va réussir à apporter une parole minoritaire au grand public. Je pense que une grande partie des gens ont entendu parler de Vernon Subutex ou de King Kong Theory aujourd'hui. Oui, je suis complètement d'accord que la marginalité, elle se fait pas d'un individu à l'ensemble de la société. Elle se fait de groupe à groupe aussi, justement, et donc ça permet aussi de trouver sa place en tant qu'individu singulier dans un groupe qui est lui-même singulier, en tout cas marginalisé. Bah, voilà, moi, ma sélection de bouquins, elle s'est faite autour de figures de marginaux. Alors moi, je sais que la première fois que j'ai entendu le terme marginaux dans ma vie, quasiment, c'était pour parler de la Beat Generation. Donc Kerouac, Ginsberg, enfin, des choses comme ça. Burroughs. Voilà, Burroughs. Et je me rappelle, j'étais au lycée, je pense, et j'avais jamais vraiment entendu ce mot-là. C'est que j'ai lu la page Wikipédia et il disait groupe d'écrivains marginaux, qui proposent un mode de vie alternatif à l'American Way of Life, un truc comme ça. Et moi, c'est la première fois qu'on me soumettait ce concept de marginalité. Qu'est-ce qu'un marginal? C'est sur la route, c'est le bonhomme qui prend sa bagnole et qui décide de vivre en marge d'une société posée comme quasi nécessaire. Voilà, je pense que les États-Unis des années, on va dire 50, la grosse bagnole, le gros pavillon de banlieue et la pelouse bien verte. Et c'est une forme de norme, tu vois. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on va poser comme norme, c'est le fameux homme cis hétéro blanc. Tu vois, j'ai l'impression que la marginalité, elle se définit aussi. Qu'est-ce qu'on considère comme la norme à un moment T, quoi. Enfin, à un moment Bien M, sûr. plutôt. Et voilà. Et j'avais l'impression que, justement, Soraya, elle avait beaucoup à nous apporter sur quelque chose que moi, en tout cas, je me sens pas légitime à traiter, c'est-à-dire une forme de marginalité culturelle. Moi, je suis d'origine française. Mon père est d'origine, première génération italienne, de l'immigration italienne, mais on a été coupé de ça. C'est-à-dire que voilà, mon père, il sait pas parler italien parce que c'était vraiment vu par ses parents comme un déclassement, comme quelque chose qu'il fallait pas faire. On était en France, on parlait en français, et donc sa sœur aînée parle italien, mais pas mon père. Donc moi, j'ai une culture franco-française de base. Et voilà. Et moi, ces dernières années, je découvre un monde que c'était qui c'est Montesquieu. Comment peut-on ne pas être français, quoi? Comment peut-on être français? Comment peut-on être français, c'est ça? Bon, bah voilà, je dis des bêtises. Mais voilà, il y a cette phrase-là de s'interroger sur l'autre. Et voilà, moi, il y avait vraiment cette pluralité des marginalités. Finalement, on se rend compte qu'il y a tellement de marginaux que la norme, elle tient à très peu de choses, quoi. Bien sûr. Ça, ce sont on est dans un mode de questionnement qui est légitime, mais qui n'est pas proprement littéraire, qui est celui de la société. Mais quelle est la norme? Qu'est-ce qui fait la norme de la littérature? C'est ça la question que j'aimerais vous poser. Et quelle est la marginalité d'une parole, d'un discours? Qu'est-ce qui fait qu'un discours est marginal? Je dirais tout simplement parce qu'il se fait boycotter en termes d'édition et que du coup, ça devient compliqué d'avoir accès à cette parole-là parce qu'elle dérange. Ouais.
Il y a une question de non-reproduction, de non-accès. Ouais. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que c'est pour ça que je faisais le détour par le privilège du roi. Parce que en littérature, je pense que c'est une question de... c'est pas qu'une question... Enfin, l'accès à son public, c'est une question qui est au cœur de n'importe quelle œuvre, parce que pour moi, une œuvre, elle doit créer son public pour être une œuvre. Et du coup, pour moi, ça compliquait les choses, en fait, dans cette question de privilège et de marginalité, parce que, comme j'ai essayé de le dire, pour moi, ça devient extrêmement difficile de ne pas plaquer des catégories extérieures à la littérature sur... Enfin, en fait, en gros, pour le résumer, j'ai l'impression que ce thème est extrêmement thématique. Oui. Et du coup, ça me dérangeait un petit peu c'est pour ça que j'essayais, mais visiblement, enfin, c'est peut-être faire un trop grand écart, et peut-être que tout simplement les notions de privilège et de marginalité sont des notions qui viennent de la société, et pas du langage, encore que, en fait, il faudrait vraiment pousser la chose, mais je pense que ça serait peut-être l'objet d'une autre émission, d'un autre épisode, je veux dire, sur la question de ce qui se passe, comment est-ce que la marginalité s'exprime vraiment dans la parole, quels sont qu'est-ce qui fait qu'une parole est marginale, en fait. Finalement, l'enjeu, on pourrait peut-être finir là-dessus, l'enjeu pour une parole ou une personne marginale, c'est justement à travers l'expression pas forcément de dépasser une marginalité. Je pense que ça serait une façon très à l'ancienne de voir les choses, très réductrice, mais de donner du sens à cette marginalité et de faire en sorte qu'elle soit assumée et vécue plutôt que subie, non ? Bah oui. Donc, on va passer à nos extraits, et j'ai envie de dire, encore une fois, on va donner l'honneur du premier extrait à notre invité. Soraya, nous t'écoutons. Ok, alors, du coup, comme j'ai parlé d'Alice Zeniter plus tôt, je vais en reparler aujourd'hui, et donc je vais vous lire un petit extrait. Je m'étais arrêtée parce que j'ai... Vu qu'il fallait couper et recouper. Ok. Alors. Est-ce qu'elle a oublié d'où elle vient ? Quand Mohamed dit ces mots, il parle de l'Algérie. Il en veut aux sœurs de Naïma et à leurs cousines d'avoir oublié le pays qu'elles n'ont jamais connu. Et lui non plus d'ailleurs, puisqu'il est né dans la cité du Pont-Ferron. Qu'est-ce qu'il y a à oublier ? Bien sûr, si j'écrivais l'histoire de Naïma, ça ne commencerait pas par l'Algérie. Elle naît en Normandie, c'est de ça qu'il faudrait parler. Voilà. Je coupe quelques phrases. Hein. Pourtant, si l'on croit Naïma, l'Algérie a toujours été là, quelque part. C'était une somme de composantes. Son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yelma. Ça, c'est une Algérie qu'elle n'a jamais pu oublier puisqu'elle l'a portée en elle et sur son visage. Si quelqu'un lui disait que ce dont elle parle n'est en rien l'Algérie, que ce sont les marqueurs d'une immigration maghrébine en France dont elle représente la seconde génération, comme si on n'arrêtait jamais d'immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement, mais que l'Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant de l'autre côté de la Méditerranée, Naïma s'arrêterait peut-être un moment, puis elle reconnaîtrait que oui, c'est vrai, l'autre Algérie, le pays, n'a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l'année de ses 29 ans. Il faudra le voyage pour ça. Donc c'est un extrait d'Alice Zeniter ? Ou c'est quelque chose... Oui. Ok. Ah bah du coup, on devine pas de qui c'est. Du coup, on l'a su. Oui. Bah oui. C'est pas grave de pas avoir le fait de le deviner. Par contre, tu peux nous dire, nous rappeler pour ce qui a fait que tu as choisi cet extrait. Je l'ai choisi par rapport au contexte politique actuel, n'est-ce pas ? De l'identité des personnes françaises et d'origine maghrébine,
et comment aujourd'hui on les marginalise en les ramenant à leurs origines maghrébines alors que ce sont des personnes françaises. Et dans cet extrait, je trouve qu'on voit bien tout le paradoxe parce que même les personnes d'origine maghrébine qui connaissent le bled reprochent à même leurs membres de la famille, etc., à leur père de ne pas connaître le bled. Et moi, je trouve que ça pose beaucoup de questions sur l'identité culturelle qu'on a. Donc là, à propos de l'Algérie, ça m'a parlé tout personnellement parce que voilà, je suis française et j'ai jamais foutu un seul pied en Algérie, mais depuis toute petite, on me dit tu es bien d'origine algérienne. Et dès que je dis mon prénom, on me demande d'où je viens. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, bien sûr, ça illustre bien cette question-là, je trouve, cette complexité. Voilà. Parfait. Donc je sais pas si c'est hyper à propos, mais voilà, ça m'a parlé et ça m'a fait me poser des questions sur le privilège de race, on va dire. Et sur comment on est marginalisé dans la société et aussi sur comment nous on se voit par rapport à cette marginalisation forcée. Ouais, très bien. Isabelle. Alors, c'est parti. Un jour, je finissais avec application une miniature. Absorbée par mon travail, j'étais restée longtemps immobile. Et sans doute Madame de B me croyait sortie lorsqu'on annonça une de ses amies, la marquise de... 3 petits points. C'était une personne d'une raison brusque, d'un esprit tranchant, positive jusqu'à la sécheresse. Elle portait ce caractère dans l'amitié. Je la craignais, quoiqu'elle fût bonne pour moi, mais elle l'était à sa manière. Examinée, et même assez sévèrement, était pour elle un signe d'intérêt. Hélas, j'étais si accoutumée à la bienveillance que la justice me semblait toujours redoutable. Ouvrez les guillemets. Pendant que nous sommes seuls, dit Madame à Madame de B, je veux vous parler d'Ourika. Elle devient charmante, son esprit est tout à fait formé, elle causera comme vous, elle est pleine de talent, elle est piquante, naturelle, mais que deviendra-t-elle? Et enfin, qu'en ferez-vous? Hélas, dit Madame de B, cette pensée m'occupe souvent, et je vous l'avoue toujours avec tristesse, je l'aime comme si elle était ma fille, je ferai tout pour la rendre heureuse, et cependant, lorsque je réfléchis à sa position, je la trouve toujours sans remède. Pauvre Ourika, je la vois seule, pour toujours seule dans la vie. Il me serait impossible de vous peindre l'effet que produisit en moi ce peu de paroles. L'éclair n'est pas plus prompt. Je vis tout. Je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans appui, sans un être de mon espèce à quoi unir mon sort, jusqu'ici un jouet, un amusement, bientôt rejetée d'un monde où je n'étais pas faite pour être admise. Je serais bien empêché de dire d'où ça vient. Pas d'indice? Il va falloir que tu nous dises, Isabelle. Alors, c'est un extrait d'une nouvelle de Madame de Duras. Attention, hein, l'autre. L'autre Duras. Donc Claire de Duras, qui écrit ça en 1823, bien que je trouve qu'on a un ton très 18e. C'est l'histoire donc d'Ourika. Le titre, c'est Ourika. C'est une jeune Sénégalaise qui est ramenée en France à la veille de la Révolution, dit la 4e de couverture, et offerte en cadeau à Madame de B, qui va l'élever comme sa fille. D'accord. Donc elle va grandir dans la société post-révolution. Voilà, mais il y a quand même une couleur très ancien régime dans le texte. Et donc Ourika grandit élevée comme la fille de Madame de B, sauf que au moment où où toutes les jeunes femmes sont censées se marier, Madame de B réalise que Ourika, ça risque d'être compliqué. Et en fait Ourika là, elle est derrière un paravent quand elle entend cette amie questionner son avenir. Et c'est le tout début de la nouvelle. Et c'est après toutes les réflexions d'Ourika qui va se rendre compte de la position impossible dans laquelle elle est désormais, d'être
noire avec tous les codes sociaux de la noblesse blanche de la fin 18e, quoi. Voilà. De la Restauration. Oui, c'est pendant la Restauration. Et voilà, moi c'était la première fois que je voyais un personnage noir dans la littérature. Bah voilà, franchement, Madame de Duras, c'est un style très 18e. Hein. Elle écrit au début du 19, mais enfin, tu vois, avec les Madame de B. Enfin, elle s'appelle pas Madame de B, c'est l'initiale. Hein. Mais je trouve que c'est très petit. Hein. C'est un texte qui fait, je regarde, 20 pages, hein, à peine. Mais c'est un texte qui me paraît tellement singulier pour l'époque. Et c'est raconté à la première partie, à la première personne, pardon. C'est Ulrika qui s'exprime. Donc voilà, pourquoi j'avais choisi cet extrait, parce qu'il me semblait que c'était, en tout cas dans mes souvenirs à moi, la première voix marginalisée qui s'exprimait dans une littérature qui ne soit pas contemporaine, on va dire. C'est intéressant. Et encore une fois, c'est une voix fictive. C'est pas un livre écrit par Ulrika a posteriori. Ulrika est un personnage créé par Madame de Duras. Il y a une autre voix marginalisée, si on veut, là c'est un peu plus... Mais c'est dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Oui, que je n'ai pas lu. J'ai lu que des extraits... Il faut absolument le lire, parce que Diderot... Bon voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais Diderot, c'est la tâche infamante sur les siècles qui l'ont suivi jusqu'à maintenant. Parce que ce type-là est anticolonialiste. Il était sûrement pas le seul d'ailleurs, mais bon, c'est suffisamment rare dans la littérature de l'époque pour que tous ceux qu'on essaie de sauver en disant oui, mais à l'époque, etc. Oui, non, mais non, non, parce que Diderot. Donc, oui, c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, et tu m'avais déjà sorti. Oui, j'aime bien cette image. Le cas Diderot. Soraya, qu'en penses-tu? Ben, je sais pas. D'accord, ok. Non, mais c'était juste... en fait, j'ai rien à dire dessus. Effectivement, c'est intéressant. Et surtout qu'il y a des gens qui ont écrit sur cette condition sociale qui est d'être une femme noire intégrée à la noblesse. Et oui, j'étais partie dans mes pensées. Non, pas de souci. Je me suis demandé ce qu'elle est devenue, justement. Et si elle a été réduite en esclavage après ou pas, je ne sais pas. Mais je me posais ces questions. Voilà. Très bien. Alors, moi, je vous propose de faire de ne vous lire qu'un seul texte. Parce que le second, je l'avais pris un peu simplement comme ça, j'en parlerai à la fin, mais comme ça, et du coup, ça permet de faire une sorte de papillon ou d'éventail, dans le sens où moi je serai au milieu, je serai l'axe, puis après on repart sur Isabelle et on a commencé et on finit sur Soraya. Qu'en dites-vous? Donc je vais lire mon texte pivot, si vous le voulez bien. Ça roule. Comment les privilégiés peuvent-ils penser leur situation ? Il y a un homme qui a osé assumer systématiquement la particularité, la séparation, l'égoïsme, Sade. C'est à lui que notre première étude est consacrée. Descendant de cette noblesse qui affirmait ses privilèges à coups d'épée, séduit par le rationalisme des philosophes bourgeois, il a tenté entre les attitudes des deux classes une curieuse synthèse. Il a revendiqué, sous sa forme la plus extrême, l'arbitraire de son bon plaisir et prétendu fonder idéologiquement cette revendication. Il a échoué. Ni dans sa vie ni dans son œuvre, il n'a surmonté les contradictions du solipsisme. Du moins a-t-il eu le mérite de montrer avec éclat que le privilège ne peut être qu'égoïstement voulu, qu'il est impossible de le légitimer aux yeux de tous. En posant comme irréconciliables les intérêts du tyran et ceux de l'esclave, il a pressenti la lutte des classes. C'est bien pourquoi le privilégié moyen prend peur devant cet homme extrême. Assumer l'injustice comme telle, c'est reconnaître qu'il y a une autre justice. C'est mettre en question sa vie et soi-même.
Cette solution ne saurait satisfaire le bourgeois d'Occident. Il souhaite se reposer sans effort et sans risque dans la possession de ses droits. Il veut que sa justice soit la justice. Mhm. Eh bien, j'aime bien ton extrait. Je l'aime bien aussi. Je sais pas du tout de qui c'est parce que j'ai absolument pas le bagage culturel qu'il faut, mais il est vraiment chouette. On est sur du 20e. Ouais, on est sur du 20e, tout à fait. Moi, le terme de lutte des classes et c'est surtout il y a un moment, alors attends, comme je l'ai pas sous les yeux, c'est un peu délicat, mais il y a cette histoire de il veut que la justice soit sa justice. Oui, c'est la cause. Ouais, moi genre je sais pas, est-ce que c'est Sartre? C'est pas Sartre. C'est pas Sartre. Est-ce qu'on est sur la même époque à peu près? Oh oui. Bon, je vous le donne. C'est pas Sartre, mais c'est Simone de Beauvoir. Dans quoi? C'est une préface ou un avant-propos. Donc c'est un texte qui est à la marge de son livre. Vous voyez comment j'ai essayé de faire le malin. D'un recueil d'essais qui s'appelle Privilège. Oh, je connais pas du tout, tiens. Voilà, c'est des années 50. Et c'est des études, hein, et apparemment, il y a 3 études dedans, il y a 3 textes, et dont le premier porte sur Sade. Du coup, quand on respecte cet ordre de papillon, comme tu disais... C'est parti. Alors, j'ouvre ma boîte à maïs. Hop. Alors, je pense que le phrasé sera parlant, mais on verra. Ok. Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. C'était des cailloux, mais moi, j'appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci, j'en fis une réserve importante. Je les distribuai avec équité entre mes 4 poches et je les suçais à tour de rôle. Cela posait un problème que je résolus d'abord de la façon suivante. J'avais, mettons, 16 pierres, dont 4 dans chacune de mes 4 poches, qui étaient les 2 poches de mon pantalon et les 2 poches de mon manteau. Prenant une pierre dans la poche droite de mon manteau, et la mettant dans ma bouche, je la remplaçais dans la poche droite de mon manteau par une pièce de la poche droite de mon pantalon, que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon pantalon, que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon manteau, que je remplaçais par la pierre qui était dans ma bouche dès que j'avais fini de la sucer. Ainsi, il y avait toujours 4 pierres dans chacune de mes 4 poches, mais pas tout à fait les mêmes pierres. Et quand l'envie me reprenait de sucer, je puisais à nouveau dans la poche droite de mon manteau, avec la certitude de ne pas y prendre la même pierre que la dernière fois. Et, tout en la suçant, je réarrangeais les autres pierres comme je viens de l'expliquer, et ainsi de suite. Mais cette solution ne me satisfaisait qu'à moitié, car il ne m'échappait pas que cela pouvait être, par l'effet d'un hasard extraordinaire, toujours les mêmes 4 pierres qui circulaient. Et en ce cas, loin de sucer les 16 pierres à tour de rôle, je n'en suçais en réalité que 4, toujours les mêmes, à tour de rôle. Mais je les brassais bien dans mes poches, afin de faire sucette, et, en faisant, avant de procéder au transfert, dans l'espoir de généraliser la circulation des pierres de poche en poche. Mais ce n'était là qu'un pis-aller, dont on ne pouvait longtemps se contenter, un homme comme moi. Alors moi je l'ai, mais je vais laisser à Soraya la chance de... Ah bah non, j'essaye même pas. Les suceurs de cailloux ne t'inspirent pas? Les suceurs de cailloux, c'est Molloy de Samuel Beckett. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette marginalité-là. Enfin, c'est un peu ça rentre un peu dans la lutte des classes, mais c'est un peu différent parce que j'imagine que tu l'as choisi parce que c'est un personnage de vagabond en fait, de clochard. Oui. Alors finalement, en lisant là à voix haute, j'ai presque regretté d'avoir pris ce passage-là parce que tout à l'heure j'ai lu à voix haute un passage où il parle de sa jambe, enfin qu'il a mal aux 2 jambes et qu'il sait plus sur laquelle s'appuyer. Enfin, il a une voix. Alors voilà, Beckett, c'est pas un marginal. Hein, non, c'est un prof alors de c'est drôle parce que j'ai hésité à sortir En attendant Godot, le seul Beckett que j'ai. Bah oui, parce que les fameux... Je crois que c'est lui qui parle de clochard céleste. Oui. Oui. Voilà. Beckett, c'est pas quelqu'un qui appartient à la marge, très clairement. C'est l'homme cis blanc lettré. Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a une voix qui s'exprime, notamment dans Molloy et dans ses autres romans, qui moi me fait mourir de rire, mais qui en même temps est... Enfin,
ils me paraissent tellement étranges. Molloy, Malone, tout ça. Tellement étrangers à ce que je suis, à ce que je connais. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment accès à une voix... Enfin voilà, pour moi, la marge, Molloy, c'est la marge absolue, quoi. Ce mec qui suce ses cailloux et qui essaye de faire de la bicyclette avec ses béquilles. Ouais, moi, j'ai une image de la marginalité, mais mentale, quoi. Donc, ça rejoint un peu ce que j'essayais de dire pendant la deuxième partie, qui est que, au fond, c'est ce que disait Proust, le moi de l'œuvre, l'œuvre est le produit d'un autre moi que celui qu'on observe en société, et du coup, ça laisse la chance à même, ça laisse la possibilité que la marginalité s'exprime même dans une parole de privilégié. On n'avait pas fait le point Proust. Grande figure marginale par l'asthme. Après, ça se discute, mais c'est vrai que justement, c'est toute la contradiction du privilégié marginal, Proust. Oui, voilà, sexuellement ou socialement. Et donc, il nous reste un mystère. Du coup, j'hésite. J'hésite entre deux extraits. Du coup, je vous lis les deux et on choisit ou Ouais, allez. Ouais. On pensera que j'avais beaucoup d'outrecuidance. Non, j'étais orphelin de père. Fils de personne, je fus ma propre cause, comble d'orgueil et comble de misère. J'avais été mis au monde par l'élan qui me portait vers le bien. L'enchaînement paraît clair. Féminisé par la tendresse maternelle, affadi par l'absence du rude Moïse qui m'avait engendré, infatué par l'adoration de mon grand-père, j'étais pur objet, voué par excellence au masochisme si seulement j'avais pu croire à la comédie familiale. Mais non. Elle ne m'agitait qu'en surface et le fond restait froid, injustifié. Le système m'horrifia. Je pris en elle les pamoisons heureuses, l'abandon, ce corps trop caressé, trop bouchonné. Je me trouvais en m'opposant, je me jetais dans l'orgueil et le sadisme, autrement dit, dans la générosité. Celle-ci, comme l'avarice ou le racisme, n'est qu'un baume sécrété pour guérir nos plaies intérieures et qui finit par nous empoisonner. Pour échapper au délaissement de la créature, je me préparais la plus irrémédiable solitude bourgeoise, celle du créateur. On ne confondra pas ce coup de barre avec une véritable révolte. On se rebelle contre un bourreau et je n'avais que des bienfaiteurs. Je restais longtemps leur complice. Du reste, c'était eux qui m'avaient baptisé don de la Providence. Je ne fis qu'employer à d'autres fins les instruments dont je disposais. Voilà. Alors je rabats ma carte, je la reprends du plateau et je la redépose. C'est Sartre ? Oui. Et c'est les mots ? Oui. Oui, bah je me suis repue de ces mots à l'adolescence, donc je les vois et donc, du coup, toi, tu le voyais comment et comment t'en es venu. Toi, tu le mets du côté des privilèges de toute façon, je suppose. Bah oui. Moi, je le vois comme un mec qui est ultra privilégié, qui a conscience de ses privilèges. J'ai choisi 2 extraits. Du coup, là, j'en ai lu qu'un. Mais l'autre où il parle carrément d'abandonner ses privilèges, donc comme quoi il en a vraiment conscience. Et en même temps, il fait que du ouin-ouin dans ce bouquin. Je suis désolée, mais je l'aime pas. J'ai lu que la moitié. J'ai pas lu la partie écrire. J'ai lu que la partie lire. Mais parce qu'il m'a énervée en fait. Il m'a énervée à se plaindre d'avoir des privilèges. Ouais. Voilà. Je vois. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions en lisant ce bouquin aussi sur mais comment, pourquoi ma mère adore tant Sartre et notamment ce livre parce que c'est le sien que j'ai. Et du coup, en cherchant un extrait pour aujourd'hui, j'ai retrouvé une ligne qui était soulignée par elle et j'ai compris. Voilà. Donc, et c'était quelle ligne ? J'étais un enfant, ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets. Juste ça. Ok. Voilà. Voilà. Et c'est drôle parce que moi, justement, Sartre,
Moi, il me fait mourir de rire aussi. Enfin, c'est justement, moi, je trouve qu'il y a ce foutage de gueule permanent dans les mots qui fonctionne très bien sur moi. Moi, j'ai l'impression justement que les mots, c'est une excuse, c'est une justification. Ouais, moi, j'y vois une forme un peu, oui, peut-être un petit peu, comment on dit. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'il se présente, cabotine de ce mec qui a quand même essayé de défendre des classes laborieuses dans ses écrits une partie de sa vie, et qui se voit forcé de justifier une origine éminemment privilégiée. Et moi, j'y vois presque des excuses, quoi, des excuses cabotines. Enfin voilà, dans les mots. Ah ouais, alors que moi, ça m'agace, mais au plus haut point. Mais c'est ça que je trouve intéressant. En fait, moi, j'y vois une espèce de cynisme bourgeois de merde, mais comme on pourrait le voir aujourd'hui avec Bec BD, quoi, le même genre. Ah ouais, c'est marrant. Peut-être que je me plante complètement, hein, mais il m'énerve. Et je les lis pas pareil, tu vois. Moi, Bec BD, je vais avoir cet agacement dont tu parles. Comme quoi, des fois. Et donc, tu avais une autre possibilité, quoi. Ouais, j'ai un autre extrait. Alors, allez, je l'avais encore regroupé aussi, soit pas trop long. Alors, si vous parlez à un riche n'ayant pas abdiqué toute probité intellectuelle de l'amélioration du sort de la classe ouvrière, vous obtiendrez le plus souvent une réponse du type suivant. Nous savons bien qu'il n'est pas agréable d'être pauvre. En fait, il s'agit d'un état si éloigné du nôtre qu'il nous arrive d'éprouver une sorte de délicieux pincement au cœur à l'idée de tout ce que la pauvreté peut avoir de pénible. Mais ne comptez pas sur nous pour faire quoi que ce soit à cet égard. Nous vous plaignons, vous, les classes inférieures, exactement comme nous plaignons un chat victime de la gale. Mais nous lutterons de toutes nos forces contre toute amélioration de votre condition. Il nous paraît que vous êtes très bien où vous êtes. L'état des choses présent nous convient et nous n'avons nullement l'intention de vous accorder la liberté. Cette liberté ne se traduirait-elle que par 1 heure de loisir de plus par jour. Ainsi donc, chers frères, puisqu'il faut que vous suiez pour payer nos voyages en Italie, suez bien et fichez-nous la paix. Alors Eric, qu'est-ce que toi tu vois ? Soraya a lâché un indice plus tôt en disant que c'était des années 30. Alors, moi, c'est vraiment classe ouvrière et la métaphore du chat qui a la gale. Alors ça, c'est un souvenir de TPE. Donc, autant vous dire que ça remonte un peu. Mais je me demande si c'est pas le documentaire de Orwell qu'il avait fait en devenant clochard. C'est exactement ça. Je me rappelais plus du tout du titre. Ah, bien joué. C'est exactement ça. George Orwell dans la Dèche à Paris et à Londres. Ah, c'est ça. J'avais complètement zappé le titre. Mais Et donc de 1933. Oui. Ah, c'est si vieux que ça. Et tu vois, je l'aurais situé plus tard. Mais je suis très mauvaise au timeline. C'est génial. Ouais, il est chouette cet extrait. Et du coup, tu l'as choisi comment ? Enfin, comment t'en es venu à citer ça ? C'est un bouquin qui m'a pas mal marqué, que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai lu il y a longtemps, quand je vivais encore à Paris, et j'ai décidé de le lire peu après que j'ai sympathisé avec les SDF de mon quartier et que je traînais beaucoup avec eux. Voilà. Et quand j'ai lu ce bouquin, en fait, j'ai vu pas mal de similarités avec ce que me racontaient en fait mes nouveaux potes. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça assez ouf de voir que ce qu'ils vivaient à cette époque-là était autant d'actualité. Ouais.
Puis quand on voit donc l'extrait que j'ai choisi, je me suis dit que c'était bien ce que pourrait dire, enfin, ce que pense Macron en ce moment. Faut pas dire ça, voilà. Malheureuse, on va se faire... Tu biperas. Très bien, oui, c'est vrai, c'est encore une fois, enfin, on va dire ça à la fin de chaque épisode, mais celui-là particulièrement, je trouve qu'on a fait qu'effleurer le haut de l'écume. Il faudra revenir à cette question finalement des peut-être que vous allez me dire mais non, c'est pas du tout ça le privilège de la marginalité, des logiques de pouvoir au sein de la littérature, quoi. Je pense que le problème qu'on a eu ici, et on s'en est rendu compte en parlant, c'est que il y a 3 choses différentes. Il y a l'accès à la lecture et à l'écriture. Il y a qui s'exprime en littérature, et il y a quel genre de personnages sont représentés en littérature. Et comme on n'était pas tous sur les mêmes idées, on a eu du mal à faire une boulette à peu près homogène de tout ça. Ouais. Et même sans parler enfin, j'ai envie de rajouter, mais c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais justement dans le fonctionnement même de l'écriture, de la parole littéraire, etc. Ça pourrait être pour la saison 2. Qu'est-ce qui fait qu'une parole est marginale, autrement que par la carte d'identité de la personne d'où elle provient. Voilà, donc je suis obligé un petit peu pour que ça dure pas 2 heures, on va remettre à une prochaine fois tous ces débats, mais on vous donne déjà rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode consacré donc on voulait faire une thématique sur la vue, mais on s'est dit que c'était un petit peu qu'on allait circonscrire, et donc ça sera consacré à la présence des arts visuels dans la littérature, donc peinture, photo, etc. Comment est-ce qu'on parle de la vue en rapport avec les arts visuels. Profitez-en pour relire tout Proust. Entre autres. Mais toujours. Et d'ici là, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes joignables. Isabelle, par quel biais ? Alors, nous avons un fil Insta que j'essaye de maintenir à jour de temps en temps. Nous avons un Facebook sur lequel Eric poste des photos de son micro. Et nous avons un mail que Eric surveille assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous écrire. On adore le courrier. Voilà, donc simplement pour rappeler, on a aussi une page Twitter. Donc notre Facebook, Twitter, vous nous trouvez NLDTO pod. Et le mail et l'Insta, c'est Nos langues dans ton oreille, tout court pour l'Insta, et @gmail.com pour le mail. Voilà. Soraya, est-ce que tu as une dernière chose à dire à notre auditoire ? Non. Portez-vous bien. Et c'est parfait.